Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Bien, écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous pour conclure votre colloque de recherche portant sur l'alliance thérapeutique dans le champ de la santé mentale. Alors, j'ai bien entendu, chère Marion, vos appels. Je le transmettrai à Madame Vidal. Vous pouvez compter sur moi. Je sais que les interventions ont été riches et il ne peut en être autrement lorsque, enfin, on fait le lien entre les recherches, la recherche et les pratiques professionnelles en vue justement de faire émerger l'innovation dans les réponses que nous apportons aux personnes. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les débats portent sur le principe d'alliance thérapeutique qui est à mes yeux un vecteur précieux pour rendre notre société plus inclusive, plus accueillante vis-à-vis de la différence et adapter notre système d'accompagnement aux attentes de nos citoyens. Les attentes, elles sont simples et je sais que vous les connaissez plus que tout autre. C'est avoir un accès à l'école, à la formation professionnelle, à un logement, au monde du travail, au loisir, à une vie sociale. Je le dis souvent, c'est finalement vivre la vie la plus ordinaire possible. Mais pour répondre à cet objectif si simple, nous menons nombre de chantiers qui visent à transformer notre système en profondeur, à la fois notre système d'accompagnement et l'ensemble de nos politiques publiques qui doivent répondre au principe d'accessibilité universelle, c'est-à-dire de prise en compte de besoins de tous les citoyens. Seule une véritable alliance avec les personnes directement concernées par le handicap, et le handicap psychique en particulier, nous permettra de réussir le pari de la société inclusive, et ce, pour plusieurs raisons. Avant tout, ce serait un non-sens conceptuel que de promouvoir la participation sociale des personnes sans les impliquer directement dans tout ce qui les concerne. C'est le principe de rien pour nous sans nous que porte la Convention internationale des droits des personnes handicapées et qui doit être mise en pratique par tous les acteurs qui travaillent sur les politiques et les dispositifs en direction des personnes en situation de handicap. Le principe d'alliance au cœur de ce colloque marque l'évolution vers la reconnaissance pleine et entière des droits des personnes en situation de handicap qui ont trop longtemps été cantonnés à être objets de soins et qui revendiquent aujourd'hui d'être sujets de leur parcours. Par ailleurs, la qualité des réponses que nous apportons aux personnes dépend de notre capacité à prendre véritablement en compte leurs paroles, ainsi que la parole de leurs proches. Vous avez longuement échangé sur cette dimension dans le cadre de l'accompagnement et du soin, je ne vais pas y revenir. C'est également à une autre échelle que nous avons besoin d'une véritable alliance avec les personnes concernées. Vous le savez, j'ai engagé un chantier ambitieux de transformation de l'offre d'accompagnement en direction des personnes, qui vise à moduler au mieux l'intensité de l'accompagnement en fonction des besoins et des attentes et des désirs des personnes, en donnant la priorité à l'intervention en milieu ordinaire. Notre système, tel qu'il s'est construit historiquement, présente un certain nombre de limites, dont une majeure, celle d'un trop grand cloisonnement des politiques publiques et des dispositifs. En découlent des difficultés non négligeables pour proposer des réponses adaptées pour deux publics. Ceux qui nécessitent un accompagnement très étayé, avec une implication forte du secteur sanitaire et dont la situation est souvent désignée comme étant complexe. Ceux qui peuvent et qui veulent vivre en milieu ordinaire, mais nécessitent une certaine sécurisation à travers un accompagnement souple, modulable et pérenne. Et les personnes présentant un handicap psychique se retrouvent bien souvent dans ces deux catégories. Or, elles ne doivent plus avoir à choisir entre l'hospitalisation, l'internat au sein d'un foyer médicalisé et une vie en milieu ordinaire, qui serait synonyme des parcours de combattants, de reste à charge, de difficultés d'accéder aux soins, d'impossibilité de travailler. L'objectif de la transformation de l'offre est de sécuriser les parcours des personnes, quel que soit leur lieu de vie choisi, avec autant de droits ordinaires que possible et autant de droits spécifiques que nécessaires. Le développement des réponses aux interstices du secteur médico-social et du droit commun permet de répondre à cet impératif. La montée en charge de l'emploi accompagné, avec près de 2000 personnes désormais accompagnées, le développement de l'habitat inclusif, avec 15 millions d'euros dédiés cette année, le développement des GEM. Cependant, au-delà de ces nouvelles offres, c'est l'offre médico-sociale classique que nous devons faire évoluer pour qu'elle soit plus en phase avec les aspirations des personnes. La réussite de ce mouvement de transformation dépendra en grande partie de la capacité de tous les acteurs à s'appuyer sur la parole des personnes et de leurs proches pour ajuster l'organisation territoriale de l'offre et pour définir les priorités de transformation
à l'échelle de chaque structure. Ainsi, le principe d'alliance s'étend au-delà de l'accompagnement individuel et de la dimension thérapeutique. C'est un changement de paradigme dans la manière dont nous concevons et mettons en œuvre ces accompagnements pour les personnes en situation de handicap. Il s'agit de donner à tous les niveaux une véritable place au savoir expérientiel des personnes et de leurs proches, les deux étant très complémentaires. Je vous appelle vraiment à être vigilants, et je sais que vous l'êtes déjà, afin que ces deux composantes soient bien prises en compte dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale. La plus-value des savoirs expérientiels ne se limite pas à la conception des réponses adaptées et efficaces. Elle porte aussi sur la capacité des personnes à saisir les opportunités inclusives qui se développent de plus en plus. Si des progrès considérables doivent encore être faits pour que notre société devienne véritablement inclusive, notamment pour les personnes avec un handicap invisible, le champ des possibles s'est largement ouvert ces dernières années. Cependant, le handicap et la maladie mentale sont encore trop souvent appréhendés à travers les limitations qu'ils imposent, sans explorer les ressources et les potentialités des personnes. Pour faire évoluer cela, l'autodétermination et l'autonomie doivent être le socle de tout projet individuel, ce qui implique l'évolution des représentations à tous les niveaux, celui des personnes elles-mêmes, levons l'autocensure, de leurs proches et des professionnels qui les accompagnent. Cela passe par la mobilisation de ces savoirs expérientiels qui doivent prendre des formes diverses. Celle de la participation de la personne à l'élaboration, à la mise en œuvre de son projet d'accompagnement et de soins, bien sûr, mais également celle de la mobilisation des intervenants pairs. La première table ronde y était d'ailleurs consacrée. L'accompagnement par les pairs est un effet levier important pour faire évoluer les pratiques d'accompagnement et favoriser l'émergence de l'alliance thérapeutique d'une part et de projets d'accompagnement aussi inclusifs que possible d'autre part. J'ai vu vraiment cela quand je suis allée à La Réunion. Il y avait vraiment une expérimentation très importante qui nous a été présentée avec un accompagnement extrêmement fort des pairs et je le sais, ça fonctionne, ça marche et je suis vraiment à l'écoute pour que l'on puisse développer vraiment ces expérimentations. Qui saurait mieux jouer le rôle de médiation dans des situations de déni ou de renoncement aux soins qu'une personne qui vit avec une maladie psychique et qui a trouvé le chemin du rétablissement? Qui serait plus crédible pour parler des possibilités d'insertion professionnelle malgré le handicap psychique que quelqu'un qui a réussi ce pari? Qui serait en capacité de rassurer les proches d'un jeune qui veut vivre dans un habitat inclusif qu'une personne ayant déjà relevé ce défi de la vie autonome? Si la mobilisation des pairs se développe dans le champ sanitaire, elle doit également rentrer dans les pratiques du secteur médico-social. Les agences régionales de santé sont invitées à investir cette dimension dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». Nous devons également développer l'intervention de pairs dans les parcours de formation des professionnels, car c'est le meilleur moyen de leur montrer tout l'intérêt des logiques d'alliance thérapeutique. La Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie a intégré cette dimension dans son conventionnement avec les OPCA devenus OPCO. Elle soutient également plusieurs programmes de formation de proches aidants qui sont co-portés par les formateurs professionnels et les proches aidants eux-mêmes. Enfin, le kit pédagogique sur les politiques du handicap que nous élaborons à destination des organismes de formation intégrera dans sa partie méthodologique la préconisation de mobilisation des pairs formateurs. Ainsi, vous voyez, dans le champ du handicap, j'appelle de mes vœux et je soutiens toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une véritable alliance entre les professionnels, les personnes handicapées et leurs proches. Le champ de la santé mentale est en ce sens précurseur. Mais cet enjeu concerne tout le secteur de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et au-delà des personnes vulnérables. J'espère ainsi que vos travaux aujourd'hui et les initiatives qui ont été présentées pourront essaimer et contribuer à l'objectif de renforcer la pleine participation des personnes et leur autonomie, traduisant ainsi dans la vie quotidienne les acquis de la loi du 11 février 2005 et les ambitions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Vous pouvez compter sur ma détermination à vous accompagner dans ce sens et je vous remercie pour vos travaux que je ne manquerai pas de consulter. Merci beaucoup.